discussion très élaborée. En gros, il existe une catégorie de la physique qui est une catégorie authentique. Alors, je ne vais pas discuter pourquoi elle est authentique. Si vous voulez le savoir, allez regarder les travaux de Rolf Landauer. Hein, c'est lui qui a le plus explicitement insisté sur le fait que l'information est une catégorie authentique, au même titre que masse, énergie, espace et temps. Et si la catégorie donc information, c'est quelque chose de fondamental, ça réorganise complètement les sciences en prenant la classification de Auguste Comte, que je reprends ici dans de cette planche. Eh bien, on aurait normalement la mathématique en haut, et puis physique, etc. Or là, si on ajoute la contribution croissante de la catégorie information, on s'aperçoit que la mathématique est très proche de la biologie. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important qui explique des difficultés fortes de la biologie et de son association avec la mathématique, parce que beaucoup de biologistes, en fait, ont choisi cette science précisément parce qu'ils pensaient qu'ils étaient incapables de comprendre la mathématique. Alors ça ne marche pas du tout. Et inversement, les mathématiciens n'aiment pas se mettre les mains dans le cambouis et donc trouvent que la biologie, c'est trop compliqué, qu'il y a beaucoup trop de détails, etc. En gros, ce que je voudrais essayer de faire apparaître ici, c'est que la biologie est fondamentalement une science de l'information, donc très abstraite, et que cette abstraction ne peut se voir qu'incarnée dans la matière massive. D'accord ? Et que cette incarnation impose des contraintes de type anecdotique, et on va en voir un certain nombre, auxquelles on ne peut pas échapper. Donc il faut absolument à la fois faire un aller-retour constant entre l'abstraction la plus abstraite et le concret le plus concret. Alors évidemment, ça c'est un peu difficile. Cet aller-retour entre abstrait et concret est absolument fascinant, mais demande un effort assez considérable. Ça veut dire qu'il faut admettre qu'on va devoir aller regarder un peu des détails et que ces détails vont avoir une importance parce qu'ils vont tout transformer. Alors typiquement, un certain nombre de gens s'interrogent sur la façon de réaliser des organismes qui auraient les mêmes propriétés que les organismes vivants. Et voilà un projet que je vous présente ici, qui c'est le projet RepRap, qui est de fabriquer une imprimante 3D qui fabriquait des imprimantes 3D. Alors, c'est développé depuis pas mal d'années. C'est ce qu'on pourrait appeler de la biologie hypersynthétique. Mais évidemment, il manque des choses fondamentales qui sont deux choses, le programme d'une part et la ligne d'assemblage d'autre part. Et c'est autour de la ligne d'assemblage qu'on va avoir discuté. Ces deux éléments qui manquent, c'est exactement ce qui se passe pour le virus. Le virus, c'est essentiellement un programme et il s'insère dans une ligne d'assemblage qui est celle de la cellule. C'est donc ces deux aspects qu'il faut essayer de comprendre. Bon, l'idée, c'est que une cellule peut être considérée comme un ordinateur qui ferait des ordinateurs, hein, typiquement. L'analogie a été d'ailleurs fortement développée par John von Neumann, mais personne n'a réellement été étudié en profondeur ce que ça signifie. Il y a juste un point qui va avoir un rapport direct avec ce qu'on va discuter, qui est que, comme vous le savez, tous les gens qui font de l'informatique et du calcul parlent de virus, et ce qui veut dire qu'il y a une certaine analogie. Alors, est-ce que cette analogie a un sens ou non? Ça, c'est un point qu'il faudrait discuter ailleurs. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose de commun entre l'aspect ordinateur et l'aspect cellule. Alors, en gros, qu'est-ce qu'une cellule? C'est une machine que les biologistes synthétiques appellent le châssis, qui définit un intérieur et un extérieur et qui se reproduit. Cette machine, en se reproduisant, utilise un programme qui, lui, se réplique. Alors, ça, c'est un point qui est fondamental et qui est difficile à comprendre pour beaucoup de gens, parce que le vocabulaire est extrêmement ambigu en général. Il y a une différence fondamentale entre reproduction et réplication. La réplication, c'est une copie à l'identique. La reproduction, c'est une copie semblable. Alors, pour vous donner un exemple précis, prenons un être humain quelconque. Nous avons un génome unique qui était dans l'œuf qui nous a donné naissance,
Et ce génome unique va donner des cellules de type varié, des cellules de peau, de rétine, de sang, etc. Et on voit bien donc que dans ces cellules, le programme se sera répliqué, il sera conservé de façon identique, mais évidemment, les cellules sont différentes, donc elles ont quelque chose de commun dans leurs propriétés abstraites, mais quand on regarde leurs détails, elles sont différentes. Donc reproduire, c'est refaire quelque chose de semblable qui n'est pas identique. D'accord? Ça, c'est un point que je pense très important. Et entre ces deux éléments, la machine et le programme, il y a des processus de couplage qu'on appelle le métabolisme. Alors, il y a deux façons de considérer le métabolisme. Il y a le métabolisme des macromolécules, on va en parler un peu dans ce qui va suivre, et le métabolisme des petites molécules qui servent à synthétiser les macromolécules. Alors, pour comprendre toutes ces choses, du point de vue formel et du point de vue de l'information, puisque vous êtes mathématicien, je pense que si vous n'avez pas eu l'occasion, c'est très bien que vous regardiez le livre de Douglas Hofstadter de 1979, Gödel, Escherbach, An Eternal Golden Braid. Il a eu le prix Pulitzer à l'époque. Ce livre a été traduit en français. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait beaucoup de références. Et il y a une référence qui manque dans la traduction française. Je ne sais pas si c'est volontaire ou non. C'est une référence pourtant fondamentale. C'est une référence de John Myhill. On pourra en discuter à l'occasion sur les différentes catégories du réel à la base de la mathématique. Mais ça, c'est un problème un peu annexe par rapport à ce qu'on va discuter aujourd'hui. Bon, alors maintenant, ça, je ne l'avais pas mis dans les diapositives que vous avez. C'est la question une dimension, deux dimensions, trois dimensions. Donc, pour se construire, un virus, en fait, n'est pas capable, lui, en général, d'avoir des éléments fabriquant les précurseurs dont il a besoin pour se faire et se multiplier. D'accord? Donc, en fait, il doit exploiter les ressources métaboliques de la cellule. Et ces ressources, évidemment, elles sont coordonnées dans la cellule. Et là, j'ai une conjecture qui est assez intéressante à explorer, qui, à ma connaissance, ne l'a pas été. Si on regarde le problème de la croissance d'une cellule, on s'aperçoit qu'il y a trois éléments qui n'ont pas la même dimension. Le cytoplasme, c'est-à-dire l'intérieur de la cellule, est clairement à trois dimensions. La membrane est quelque chose qui entoure le cytoplasme et est à deux dimensions. Et le génome, qui est à l'intérieur du cytoplasme, est à une dimension. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il faut harmoniser la croissance de ces trois objets, donc à une dimension, deux dimensions, trois dimensions, à partir d'un même métabolisme. D'accord ? C'est ce que les économistes appellent croissance non homothétique, pour exprimer les relations quantitatives entre entrée et sortie des facteurs de production. Alors ça, à ma connaissance, personne ne l'a appliqué à la biologie, alors que c'est une question centrale. Comment est-ce que la cellule fait pour faire en sorte que, par exemple, sa membrane n'explose pas ou son génome ne devienne pas trop long ou des choses comme ça, sachant que les précurseurs sont fabriqués en beaucoup trop grande quantité puisqu'ils sont faits pour être à trois dimensions. Alors, une des solutions de la cellule qui est assez simple, c'est tout simplement de s'éloigner de la sphère. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles, par exemple, les bactéries sont souvent des bâtonnets, parce que là, la contrainte dimensionnelle diminue évidemment très fort. Une autre manière de faire, c'est d'avoir des membranes à l'intérieur de la cellule. Et pour le génome, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il est effectivement très long et que de toute façon, on en met une très grande quantité dans la cellule. Bon, alors comment est-ce que tout ça est organisé? Eh bien, une analyse, alors que je ne vais pas vous détailler parce que là, on entre vraiment dans le spécial de la biologie. Ce sera juste présenté dans les deux dernières diapositives de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il y a un métabolite spécial qui est à la base de la construction à la fois du génome et des membranes et qui est contrôlé d'une façon complètement anormale. Et ça, c'est une observation réelle, c'est-à-dire qu'on le voit physiquement aujourd'hui quand on analyse le métabolisme de tous les organismes vivants. Alors, je vais revenir un peu
Là, on était dans le général. Je vais revenir un peu pour ceux d'entre vous qui connaissent ou qui ont oublié les SVT au lycée. Malheureusement, je pense qu'on devrait tous avoir une formation de biologie très détaillée, minimale. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui nous montre que ce serait vraiment bien, bien utile. Malheureusement, il me semble que les cours SVT, c'était plutôt chahuté et que, encore maintenant, c'est vraiment peu développé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu d'un programme? Il y a essentiellement un système d'exploitation qui sera le programme et des applications. Alors ça, c'est deux choses qui sont importantes à comprendre. Le programme doit faire deux choses, le système d'exploitation et les applications. Le virus lui-même, il ne peut pas changer le système d'exploitation, il l'utilise, donc il fait partie des applications. D'accord? Donc c'est comme si on multipliait des applications. Alors, je reviens à tout ce que je vous avais dit au début. Donc, on doit articuler ensemble ce qui est masse, espace et temps et énergie avec l'information. Et le problème, c'est que ce qui est massif a des propriétés, alors je vais vous en donner quelques-unes, des propriétés qui sont purement idiosyncrasiques. C'est-à-dire que ces propriétés n'ont rien à voir avec l'objet qu'on va étudier. Ça c'est vraiment le problème majeur. C'est ce qui explique l'aspect bricolé de tout ce qui est vivant. C'est-à-dire qu'on utilise quelque chose pour une fonction. Par exemple, là, je ne l'ai pas illustré, mais imaginons qu'on veuille prendre de la nourriture et la manger sans se salir les mains. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs manières de faire. On peut prendre une grande feuille et prendre la nourriture à travers la feuille. On peut utiliser une fourchette ou on peut utiliser des baguettes. D'accord? C'est les trois grandes façons utilisées par l'homme. On voit très bien que la même fonction va utiliser des structures très différentes. Il est bien évident qu'une fois qu'on a utilisé ces structures, on a tendance à les conserver puisqu'elles marchent. Et donc, ça introduit une anecdote. Ce n'est pas la même chose de manger avec des baguettes ou de manger avec une fourchette. Et effectivement, ça va avoir des conséquences pour l'organisation des plats, la façon dont on les met, le fait de pouvoir avoir des plats collectifs ou privés, etc., etc. Donc, on voit très bien que les anecdotes, qu'une fonction générale, du fait qu'elle a dû choisir une structure en elle-même anecdotique, va avoir dans la descendance des conséquences très sérieuses. Ça, c'est ce qui explique le côté extrêmement compliqué de la biologie en général. Alors maintenant, on parle donc de programme génétique, on en parle tout le temps. On dit que c'est un texte, évidemment, et on peut effectivement le symboliser comme un texte. Et je dois vous dire, j'aurais pu avoir ici ça comme illustration, que j'ai l'expérience personnelle, alors, puisque j'étais au moment où les premières expériences de génie génétique ont été faites, donc j'y ai participé comme quelques personnes, et donc j'ai dû faire la chose suivante. Je travaillais sur un texte sur mon bureau, écrit avec 4 lettres, ATGC. Ce texte, je le manipulais par couper-coller, etc. Et puis, avec des outils appropriés, je modifiais son support physique que je remettais dans une cellule. D'accord? Et c'est quelque chose qui est tellement banal aujourd'hui que les gens ne s'en rendent même plus compte, mais je me rappelle l'émotion absolument extraordinaire que j'ai eue. J'avais donc utilisé des bactéries qui donnaient des colonies blanches sur une boîte et je les avais transformées en leur donnant à l'intérieur un morceau de texte d'ADN dont je prédisais que ça devait faire que les bactéries descendantes seraient bleues. Et effectivement, quand le lendemain matin, j'ai eu l'expérience sur mon labo avec des bactéries bleues, au milieu d'ailleurs de bactéries blanches, parce que toutes n'avaient pas reçu le texte, c'était une émotion absolument extraordinaire. Je sais pas, c'est présenté comme tellement banal aujourd'hui qu'on ne se rend pas compte, mais c'est absolument fascinant de se dire je travaille sur un texte et j'obtiens des organismes vivants qui ont changé de propriété. C'est pas du tout banal. Hein, donc c'est quelque chose tout à fait fondamental dans la perception et surtout dans le pouvoir de compréhension qu'on a de ce qu'est la vie. Donc l'ADN, c'est un très long fil, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de la pression 1D, 2D, 3D. En fait,
il a tendance à se recourber un peu comme une courbe de piano dans la cellule, hein, ou dans le noyau. On a tendance à l'oublier, mais par exemple, dans une bactérie comme le colibacille, la longueur du génome, c'est à peu près 1000 fois la longueur de la bactérie. Donc, ça donne une idée très précise de cette contrainte sur la longueur de la D, qui d'ailleurs pose des problèmes effectivement physiques particuliers. Alors voilà typiquement comment ça se représente. Alors une chose à ne pas oublier, c'est que c'est donc 4 groupes chimiques universels qu'on appelle bases ou nucléotides. Ça dépend de ce qu'on regarde dans leur structure chimique. Et c'est quelque chose qui est orienté. Alors ça, c'est un point absolument essentiel à comprendre. L'orientation se fait dans un sens exactement comme quand on lit un texte. Et ici, en raison de la numérotation chimique des briques de base que sont les nucléotides, eh bien, on commence par l'extrémité dite 5' et on finit par l'extrémité dite 3'. Ça je n'entre pas dans le détail. Parce que le problème que j'ai quand j'ai parlé à des gens comme vous, c'est que très vite, le nombre de digressions possibles est quasiment infini, puisqu'il y a à chaque fois des détails. C'est-à-dire qu'on est envahi par l'anecdote. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est texte linéaire orienté. D'accord? Et éventuellement un étiquetage de type 5' et 3'. Bon. Alors ensuite, cet ADN, ce qui a été remarquable, c'est la découverte du fait qu'il était répliqué. Et cette réplication, ben je reviens en arrière, cette réplication, on le voit ici, de 5' vers 3' ou de 3' vers 5', eh bien, on a à chaque fois un brin qui spécifie entièrement la séquence de l'autre. Vous voyez ici, on a un C en dessous du G, puis un G en dessous du C, etc., avec une correspondance stricte qui permet de faire en sorte qu'un brin définit entièrement l'autre brin. Donc là, il n'y a pas plus d'informations, simplement physiquement deux objets. Et c'est le fait d'avoir ces deux objets qui va permettre la réplication, puisqu'il suffit de les séparer et puis de les recopier pour faire des descendants théoriquement identiques. Il s'agit donc tout à fait réplication. Alors, les gens avaient l'habitude de dire c'est comme une photographie et son négatif. Et puis, je me suis rendu compte, c'est ce que j'ai dessiné ici, puis je me suis rendu compte en l'écrivant qu'aujourd'hui, ce serait incompréhensible, puisque maintenant, on n'a plus de négatif, puisqu'on a toutes les images sont en 0,1, elles sont digitalisées, et donc on aura bientôt besoin d'une autre métaphore. Donc, je continue. Oui, alors, ce qui est important ici, c'est la correspondance dans l'ADN qui est A donne T, C donne G, T donne A et G donne C. Alors, ça, c'est pour la molécule d'ADN. Alors, l'ADN, chimiquement, a une particularité, c'est qu'il est extraordinairement stable. Et disons que c'est une molécule d'une chimie remarquablement stable, ce qui explique pourquoi on peut faire du séquençage du génome de l'homme de Néandertal, qui dit à 30 000 ans, ce qui est quand même en soi assez extraordinaire. L'ADN est très, très stable. Alors, ça, c'est une propriété qui n'est certainement pas originelle. Ça a été découvert assez tôt après l'origine des premières cellules, justement pour remplacer ce qui va être le texte du génome du virus dont on va parler, qui est un ARN. Parce que cet ADN, en fait, eh bien, c'est un peu compliqué. Il est réécrit dans d'autres alphabets. En gros, il va être écrit deux fois. Une fois sous forme d'un ARN, donc je vais en dire deux mots tout à l'heure, et ensuite sous forme d'une protéine. Donc, lorsqu'on réécrit l'ADN en ARN, on reste dans le même type de vocabulaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ATGC, on aura AUGC, plus d'autres petites différences. Alors que quand on veut passer de l'ADN puis l'ARN à la protéine, là, on passe d'un alphabet à 4 lettres à un alphabet à 20 lettres, parce que les protéines sont faites de 20 acides aminés, et je donnerai quelques idées à ce propos, en particulier sur un acide aminé particulier qui n'est pas un acide aminé, contrairement à ce que racontent les livres scolaires un peu partout, y compris universitaires. Donc, pour passer de 4 lettres à 20 lettres, il faut un processus de codage un peu compliqué.
qui est donc plus compliqué que celui que je viens de décrire, hein, qui est AT, etc. Et ce processus de codage, eh bien, je l'ai décrit ici. Il utilise des suites de 3 lettres. Alors, typiquement, donc, le T de l'ADN a été remplacé par U dans l'ARN, et donc on a des groupes de 3 lettres. Par exemple, si je prends l'acide aminé valine, eh bien, je prendrai, la première lettre sera G, il est spécifié par G, suivi de U, suivi de A, G, U ou C. D'accord? C'est G, U, N. Quand c'est ambigu, on utilise le symbole N. D'accord? Et donc les 20 acides aminés sont codés de cette manière. On voit que ce n'est pas une table complètement homogène et on comprend pourquoi. Le nombre de triplets de 4 lettres est 64. Or, il y a 20 acides aminés, ce qui veut dire qu'en moyenne, on aura 3 de ces triplets, appelés codons, par acide aminé. D'accord? Donc ça introduit quelque chose d'assez particulier, qui est qu'on a une certaine ambiguïté. Alors, les gens appellent cette ambiguïté dégénérescence du code. Je n'aime pas beaucoup dégénérescence parce que je pense que ce n'est pas exactement de ça qu'il s'agit. C'est plutôt une multispécification. On a pas mal d'acides aminés qui sont codés par les 2 premières lettres fixes et la troisième, n'importe laquelle des 4. C'est le cas de la valine, de la lanine, ici, de la sérine, ici, de leucine, proline. Donc, thréonine, c'est ce qui est marqué en marron ici. Mais d'autres n'en utilisent que 2, et même parfois 1 pour la méthionine, par exemple ici. Donc, ou la cystéine, non, le tryptophane, où est-ce qu'il est? Ici, voilà, typiquement. Donc ça, c'est le code génétique, c'est ce qu'on appelle le code génétique. Et donc, à faire attention que les journalistes appellent code génétique le programme génétique, donc il y a une ambiguïté complète. Le code génétique est une table de correspondance, c'est une règle de codage qui permet en fait l'application d'une fonction récursive pour toute la biologie. Alors ça, c'est un point fondamental. Pourquoi récursive? L'ADN spécifie les protéines qui modifient, qui créent la descendance de l'ADN, en gros. Okay, donc, qui lui-même va recréer des protéines, etc. Comme la réplication ne peut être rigoureusement exacte en réalité, pour des raisons physiques, à 300 Kelvin, il y a des erreurs obligatoires, eh bien, au bout d'un certain temps, on comprend assez bien que les ADN vont avoir évolué, les protéines auront changé, et le fait de cette récursivité crée ce que Douglas Hofstadter appelait une boucle étrange, qui est en fait quelque chose d'assez analogue à la démonstration du théorème de Gödel, qui est qu'on ne peut pas décider de ce qui se sera créé. Et à mon avis, c'est un point absolument central à comprendre. La vie est par construction inventive et création de structures émergentes. Ça, c'est un point, c'est inévitable. Ça veut dire qu'elle peut à la fois être considérée comme entièrement déterministe et entièrement imprévisible. À la fois déterministe et imprévisible. Alors ça, c'est aussi un point que les mathématiciens peuvent bien comprendre, mais difficile à faire comprendre dans le public en général, puisque les gens restent dans une image mécanique, et l'image mécanique ne contient pas la récursivité. Bon, tout ça, c'est ce que Hofstadter décrit. Si vous avez l'occasion de lire le livre était un livre théoriquement sur l'intelligence artificielle. C'est intéressant parce que c'est 79, et intelligence artificielle en 79, on fait comme si c'était très moderne, l'intelligence artificielle, mais c'est vieux. Mais son livre était assez décevant du point de vue de l'intelligence artificielle. En revanche, pour comprendre la raison d'être du codage et l'existence du tableau du code génétique dans le vivant, là, c'est remarquablement exposé. Vous voyez, là, je vous parle pendant, ça fait à peine une demi-heure. Lui, c'est un livre de 600 pages, d'accord? Donc, ça veut dire que quand même, il faut pas mal de temps pour approfondir tout ce que ça signifie. Donc, je suis un peu désolé d'être si
superficiel dans ce que je décris. Il y a énormément de conséquences très importantes auxquelles je ne peux même pas faire allusion. Bon, alors un point à nouveau reliant information, masse et énergie et espace, et qui est assez critique et qui montre à nouveau l'intervention du côté anecdotique. J'ai, sur le côté gauche, décrit l'ADN de façon symbolique ou une protéine de façon symbolique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je dis ça, ce symbole est déjà plein d'anecdotes parce qu'on représente non pas les textes l'un en face de l'autre, mais les textes sous forme d'une double hélice. Et puis la protéine, elle est quand même un peu repliée dans l'espace. Bon, mais c'est une description symbolique malgré tout qui oublie un très grand nombre de détails et ces détails seront très importants. C'est pour ça que je vous ai mis à droite exactement la même chose que ce que j'ai mis à gauche en miroir, disons, puisque la protéine sera dans un cas à droite et dans le cas à gauche, donc en plutôt marron-noir sur le côté gauche de la figure et violet sur le côté droit. Vous voyez que dans un cas, vous avez une liaison qu'on ne comprend pas très bien. Dans l'autre, la double hélice elle-même, on voit qu'elle est coudée, c'est-à-dire que son axe n'est pas du tout vertical dans le cas présent, et la protéine interagit de façon physique en déformant la chose. Donc on est dans la matière molle et pas du tout dans le symbolique. Alors ça, c'est aussi un point très important. Un très grand nombre de modèles transmis par les manuels sont de type clé-serrure, où on dit que une enzyme reconnaît son substrat comme une clé entre dans une serrure. Eh bien, ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est que les protéines sont des objets mous avec des propriétés très strictes. Par ailleurs, il y a un élément qui manque dans la figure que je vous ai donnée ici, qui est fondamental, qui est l'eau. Je n'aurai pas le temps du tout d'en discuter ici, mais il faut se rappeler que la vie se développe dans l'eau. Or, l'eau est un fluide extraordinairement anormal. On le sait tout simplement chacun. Lorsque on fait geler une bouteille d'eau fermée, elle explose. Pourquoi ? Quand l'eau gèle, son volume augmente. Et ça, c'est contraire à ce qui se passe avec pratiquement tous les liquides. Okay. Normalement, un liquide qui refroidit, tout simplement, il se contracte comme un solide qui refroidit, il se contracte. Ce n'est pas le cas de l'eau, et ça indique que l'eau a des propriétés complètement anormales. Et ces propriétés anormales sont très liées à la répartition des molécules d'eau les unes par rapport aux autres, donc à l'entropie du système. Et ça, c'est un point fondamental. Le repliement des protéines, leur forme, est due à l'augmentation de l'entropie du système. D'accord ? La vie n'est pas une lutte contre l'entropie, contrairement à ce qui est raconté partout, mais au contraire, utilise massivement l'augmentation de l'entropie pour créer ses formes. Par exemple, l'ADN que je vous ai dessiné ici sous forme de double hélice, si je le mets dans du diméthylformamide, la double hélice disparaît. La double hélice ne réapparaît que si je le mets dans l'eau. C'est l'eau qui forme la double hélice, c'est l'eau qui est le principe qui, par son augmentation d'entropie et pas diminution, va faire en sorte que la forme apparaisse. Alors, la plupart, si j'insiste un peu là-dessus, bien que je ne l'ai pas mis dans mes diapositives, c'est que la plupart des physiciens, mathématiciens, etc., sont malheureusement contaminés par l'idée entropie égale désordre et l'idée que la vie est une lutte contre l'augmentation de l'entropie. Alors ça vient en partie de Schrödinger dans son What is Life, et c'est amusant parce que c'était évidemment un livre écrit à un moment où l'idée de dégradation, c'est la Deuxième Guerre mondiale, de dégradation était centrale. Tout est vu comme les choses allant vers la dégradation. Et il note dans une de ses notes que ses collègues physiciens ne sont pas d'accord avec lui. Et je pense que ses collègues avaient raison. L'entropie n'est pas du tout, n'a rien à voir directement avec le désordre. L'entropie, c'est le pouvoir d'exploration, pouvoir général d'exploration des états et des positions spatiales. Donc tous les systèmes systématiquement vont aller explorer tout ce qui est possible en termes de position spatiale et état énergétique, et ça aura des conséquences ou bien de désordre ou bien d'ordre.
Et typiquement en biologie, c'est très utilisé vers la création d'ordre et la création de forme. Et malheureusement, c'est oublié, y compris des cristallographes qui, lorsqu'ils vous donnent des magnifiques figures comme celle qui est ici à droite, où on voit la molécule d'ADN et la protéine associées l'une à l'autre, mais il n'y a jamais une seule molécule d'eau décrite dans ce système. Tout se passe comme si c'était dans le vide. Or, ça n'est pas du tout dans le vide, c'est dans l'eau. Alors, je pense que c'est un point qui est vraiment fondamental, c'est d'essayer de se replacer à la place des objets et ne pas oublier où on se trouve. Dans beaucoup de cas, on a tendance à oublier la réalité des objets. Alors maintenant, revenons aux cellules et ordinateurs. Pourquoi pouvait-on penser que cette analogie avait un sens? Très vite, on s'est rendu compte que les génomes sont effectivement séparés de la machine. Ça a été repéré d'abord par ce qu'on appelle les transferts génétiques horizontaux. On s'est aperçu que les génomes de tous les organismes vivants contiennent un grand nombre de morceaux d'ADN qui viennent d'ailleurs. D'accord? Donc, ce qui veut dire que ces morceaux d'ADN qui viennent d'ailleurs sont compris par la cellule. C'est en soi absolument fascinant. Ça veut dire qu'on peut transmettre de l'information compréhensible d'une cellule à une autre. Alors, c'est évidemment ce que les virus exploitent, et c'est ce dont on va parler à nouveau aujourd'hui. Et c'est évidemment la base du génie génétique, et le côté absolument fascinant qu'on puisse faire produire l'hormone de croissance humaine par le colibacille. Et puis, ça a été démontré très proprement par une Française d'ailleurs, Carole Lartigue, qui est maintenant à Bordeaux, qui a transplanté un génome nu d'une espèce donnée dans une cellule hôte d'une autre espèce et qui a transformé une espèce en l'autre à la suite de cette transplantation. Je pense que ça, c'est pour moi ce qui est le plus frappant, comme suggérant que l'idée cellule-ordinateur est un peu plus qu'une métaphore. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a vraiment distinction entre la machine et le programme, une distinction physique séparée, et que ce sont deux choses qui peuvent aller l'une dans l'autre. Et évidemment, les virus sont impliqués directement dans cette façon de voir, puisque c'est exactement ce qu'ils font. Ils viennent de l'extérieur, ce sont des morceaux de programme qui ensuite vont avoir comme propriété essentiellement de multiplier le morceau de programme et de tuer l'autre. Bon, alors n'oublions pas dans cette description qu'il y a des contraintes physiques importantes, à nouveau. Il ne suffit pas d'avoir une molécule d'ADN qui ait la bonne séquence pour que ça puisse marcher. Ça, c'est un point important. On a besoin de contraintes physiques supplémentaires. Et là, ici, je vous donne un exemple assez simple. Imaginons qu'on ait un système d'exploitation sur un CD, qu'on l'ait laissé sur la plage arrière de sa voiture en plein soleil, et puis qu'on veut le mettre dans le nouvel ordinateur qu'on vient d'acheter pour le faire marcher, eh bien, il ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il aura été déformé, le laser ne pourra pas le lire, et pourtant le programme sera exactement là. D'accord? Donc, n'oublions pas les supports physiques ni les contraintes. À nouveau, ça va être un peu mon leitmotiv jusqu'à la fin. On a besoin de comprendre un peu ce qui se passe, y compris de façon très matérielle. Alors, voilà l'expérience de Carole. Typiquement, donc, elle a isolé de l'ADN d'une bactérie qui s'appelait Mycoplasma mycoides. Et là apparaît une première contrainte assez amusante. Un ADN, c'est très long, c'est très très fin, c'est très très fragile. C'est une double hélice et la probabilité qu'un des deux brins casse d'un côté de la double hélice est grand, et savoir comme probabilité, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, cet ADN il est compacté dans la cellule. Vous imaginez, si vous jouez avec des élastiques que vous avez tortillés et que vous coupez, vous verrez immédiatement qu'ils s'écartent, ils deviennent gros, etc. En fait, quand on sort l'ADN d'une cellule, il va prendre un volume bien plus grand que la cellule de départ. D'accord? Donc en fait, il n'y a pas moyen de le faire rentrer directement dans une cellule hôte. On est obligé de faire ce qu'on appelle un syncytium, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on fusionne les cellules hôtes de manière à pouvoir mettre à l'intérieur cet ADN décondensé. Alors l'ADN en question, il a été choisi de manière à coder une protéine qui détruit
l'ADN de l'hôte qu'il reçoit. Ça, c'était une des astuces de la transplantation. Donc, une fois qu'il entre dans la cellule hôte, il est reconnu, compris, exprimé, et en particulier exprime la protéine qui tue l'ADN préexistant de l'hôte. À ce moment-là, il exprime ses protéines, et puis il va ensuite croître, et puis donner à la fin les cellules, des cellules qui correspondent à l'ADN qui a été transplanté. Alors, vous voyez ici que ça illustre directement réplication et reproduction. Si je prends Mycoides au départ, je peux séquencer son ADN et je prends la cellule finale après la transplantation, je peux séquencer son ADN et ils sont identiques. D'accord ? Maintenant, si je regarde les protéines qui servent à répliquer cet ADN ou à l'exprimer dans Mycoides et dans Capricolum, elles sont différentes, d'accord ? Parce qu'elles ne sont pas codées par le même génome. Ce qui veut dire qu'il s'est passé quelque chose au cours de cette expérience. Typiquement, la cellule s'est reproduite, c'est-à-dire qu'elle va avoir remplacé des protéines d'un certain type par des protéines d'un autre type, mais ayant la même fonction. Donc, à nouveau, c'est un peu comme ce que je vous avais dit à propos des baguettes et de la fourchette. On peut avoir des objets de structure différente, mais de fonction identique. Et c'est ça qui se passe, qui permet à la fin d'avoir une nouvelle cellule qui aura les mêmes propriétés que la cellule transplantée, alors qu'on aura perdu les propriétés de l'autre qui aura simplement servi d'eau. Donc ça, c'est typiquement ce qui peut arriver. Et il faut se rappeler donc que ce que fait un virus, c'est un peu comme une transplantation. Il peut altérer, au moins en partie, une partie des fonctions de l'autre. Bon, là, je vais peut-être court-circuiter ça. Disons, prenons quels sont les éléments de base pour faire les cellules et voir à quels endroits on a des anecdotes possibles. Alors, déjà, il faut des atomes. Et le choix des atomes n'est pas du tout quelconque. Il faut qu'ils permettent des liaisons stables à la température de la Terre, c'est-à-dire 300 Kelvin, qui n'est pas du tout une température innocente. Hein. Ensuite, il faut des sous-groupes qui permettent de fabriquer les protéines, c'est ce qu'on appelle les acides aminés. Et puis, il faut des sous-groupes d'objets qui permettent de fabriquer le génome, et c'est ce qu'on appelle nucléotides ou souvent base. D'accord ? Donc, on a en gros ces trois catégories. La logique des atomes de la vie est très, très stricte. Essentiellement, c'est l'hydrogène et la deuxième ligne du tableau de Mendeleïev. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen de faire des liaisons covalentes stables et variées. Typiquement, si on va plus loin, en gros l'idée, c'est que les électrons qui sont à l'extérieur de l'atome de carbone sont encore assez fortement liés au noyau, pour des raisons, disons, électrostatiques. Il y a aussi des tas de raisons quantiques, bien sûr. Et ça permet de faire des liaisons stables, par exemple avec l'azote ou avec l'oxygène. D'accord ? Alors que si on va plus loin, eh bien, les électrons qui sont censés faire les réactions avec les autres sont loin du noyau, donc sont moins stables et cassent facilement. Donc, en gros, on ne peut faire des macromolécules qu'avec la première colonne. En fait, il y a deux exceptions qui sont le phosphore, que je ne discuterai pas ici, et le soufre. Mais le soufre ne fait pas de liaison directe permettant les macromolécules, mais intervient pour des liaisons de transfert d'électrons essentiellement. Donc, on voit qu'on est lié à ça. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de bore ? Alors ça, c'est pour des raisons purement cosmologiques. Le bore est tout simplement rare dans l'univers. Alors ça, c'est des raisons assez particulières. On pourrait très bien imaginer une vie dans laquelle le bore existerait. Maintenant, pourquoi pas de fluor ? Alors là, c'est une autre raison. C'est que la liaison entre fluor et carbone est tellement forte qu'il est extrêmement difficile de la faire et de la défaire. Alors, il y a quelques molécules biologiques qui le font, mais en fait, le fluor n'apparaît pas dans la vie. Donc, en fait, on voit assez bien qu'il y a des contraintes très, très fortes. Je ne vous discute pas le reste du tableau, mais
les éléments, donc hydrogène, carbone, azote, oxygène et soufre et phosphore, sont vraiment tout à fait particuliers. Alors le phosphore a un rôle spécial qui est tout à fait bizarre, qui est que le phosphate, donc c'est phosphore lié à l'oxygène, fait des liens qui, dans l'eau, sont métastables à 300 degrés Kelvin, ce qui a la particularité de permettre de stocker l'énergie, en gros. Donc c'est pour ça que le phosphore joue un rôle de stockage d'énergie majeur, parce que c'est métastable. Métastable veut dire qu'il faut une grande énergie d'activation pour le faire ou le défaire, mais que c'est toujours favorisé que la liaison soit détruite par l'eau. Incidemment, à nouveau, ça fait apparaître l'eau comme centrale. Bon, un deuxième point important pour la vie, où apparaît clairement l'information, c'est l'idée que les molécules employées ont des propriétés de symétrie. Pasteur avait vraiment beaucoup insisté là-dessus. Une des caractéristiques spécifiques des organismes vivants, c'est de faire apparaître des structures dissymétriques un peu partout. Alors, on peut se poser la question de pourquoi diable tel type de symétrie. En fait, c'est une question, pour les acides aminés par exemple, qui s'explique purement par le hasard. Je m'explique. Vous savez tous que nous roulons en principe à droite, mais c'est quelque chose de tout à fait bizarre parce qu'au cours de l'histoire, nous roulions à gauche normalement. Et on roulait à gauche pour une raison très précise, c'est qu'à cheval ou en carriole, la plupart des gens étant droitiers, lorsqu'ils se croisaient, ils pouvaient tenter de s'agresser avec leur épée, et ça se fait de la main droite. D'accord ? Donc Napoléon a imposé le changement de la voie, de la conduite sur la droite, sur la gauche vers la conduite sur la droite. Et effectivement, ça s'est répandu dans tout le monde, sauf dans le pays qui était à l'opposé de Napoléon jusqu'à sa fin, qui est l'Angleterre, qui roule toujours à gauche. Donc, on comprend très bien qu'une fois qu'on a choisi une voie, on ne peut pas très facilement s'en défaire, sauf si on a un dictateur qui décide. Donc, si au moment de l'origine des premières cellules, un ensemble d'acides aminés par accident, et comme il y a de la rupture de symétrie est évidemment très simple dans ce cas précis, puisqu'il n'y a que deux choix, a été des acides aminés L, alors ils sont restés L par la suite parce qu'il aurait fallu un dictateur pour changer. Maintenant, ça a une conséquence très particulière qui est que ça va imposer cette première dissymétrie qui est purement due au hasard, va avoir une conséquence importante sur les autres dissymétries. En effet, par exemple, ici, j'ai dessiné le glycérate, qui est un précurseur de tous les sucres. Et là, on voit très bien que si j'avais du L-glycérate, c'est-à-dire la petite flèche qui est brisée ici, serait comme celle de la sérine indiquée en plein, eh bien, le L-glycérate ressemblerait très très fort à la L-sérine et interférerait avec les processus où se trouve la L-sérine, donc avec la fabrication des protéines. Donc en fait, les sucres interféreraient avec la fabrication des protéines. Et c'est pour cette raison que la sélection naturelle a favorisé les sucres D. Et ça, c'est tout à fait clair que si on a des acides aminés L, alors on aura des sucres D. Alors bien sûr, comme toujours, il peut y avoir des exceptions, etc. Ces exceptions sont liées à la gestion justement d'interférences avec des processus biologiques. Bien sûr, il y a par exemple des acides aminés D qui peuvent servir d'antibiotiques, etc., etc. Donc on comprend très bien qu'à partir du moment où un choix a été fait, bien sûr, le choix complémentaire peut avoir un rôle tout à fait spécifique, et en particulier spécifique de façon toxique. Bon, alors maintenant, deux éléments importants, c'est de comprendre l'attraction et la répulsion. C'est essentiellement deux façons de mettre ensemble les différents objets biologiques. Les propriétés électriques expliquent pas mal de choses dans ce domaine. Il y a aussi des propriétés de modification chimique qui permettent de gérer cet ensemble. Alors, quelles sont les formes classiques? La forme la plus évidente, c'est la forme de l'hélice. Quand on a un objet et que cet objet interagit
avec son semblable, eh bien, la forme la plus spontanée, c'est évidemment l'hélice. Alors, lorsque l'hélice a un pas qui devient nul, alors on fait des structures planes, et il y a des quantités de choses qui permettent toutes sortes de pavages. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais il faut bien se rendre compte que dans tous ces cas, ces structures sont dues à l'augmentation d'entropie et favorisées par l'eau. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'eau qui est à la base de l'association des différents objets. Ce que les gens appellent facilement auto-organisé n'a rien d'auto-organisé dans les cellules, dans les cellules en général, c'est organisé par l'eau, ce qui est assez différent, ce qui montre d'ailleurs qu'on devrait prendre en compte le rôle de l'eau un peu mieux. Alors, réplication, quelles sont les contraintes de la réplication? Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Il faut un début, une fin. Le problème, c'est que les contraintes du début et de la fin ne sont pas les mêmes que celles du centre. Puisqu'il faut une machine pour recopier, on va avoir un problème au début et un problème à la fin. Alors, deux manières de faire. Ou bien on fait un cercle, comme ça, il n'y a que du milieu, donc ça résout le problème. Ou bien on a des structures linéaires et là, on a un problème spécifique. Alors, typiquement, comment ça se passe? Donc on ouvre l'hélice et on recopie, mais on voit très bien que cette façon de recopier est nécessairement dissymétrique, puisque dans un cas, on peut aller avancer, avancer, avancer sans s'interrompre, puisqu'il n'y a pas d'objet, mais comme il n'y a pas d'inhibition particulière, il suffit juste de dérouler. Mais évidemment, le brin complémentaire, comme il doit commencer dans le même sens, c'est-à-dire à l'opposé du premier brin, mais à chaque fois, il est obligé d'attendre qu'on ait déroulé suffisamment pour pouvoir repartir. Donc, il faut bien se rendre compte que la réplication est fondamentalement asymétrique. Ça, c'est aussi ce qui veut dire d'ailleurs que puisque ce sont des processus physiquement différents, le taux d'erreur sur un brin n'est pas le même que sur l'autre brin. Donc là, ça a des conséquences énormes sur l'évolution des nucléotides. Ça, c'est un des points qu'on aura de façon implicite dans l'étude du virus, dans ce qui va suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les bactéries? On commence en un point de façon circulaire, mais lorsqu'on arrive à la fin du cercle, qu'est-ce qui se passe? On fait un nœud. Et donc là, on a un problème. On est obligé de couper le nœud et de le résoudre. Et ça, la solution varie suivant les différents organismes. Vous voyez bien qu'à nouveau, on a un problème qui est purement abstrait, qui est la réplication, et qu'il faut le résoudre de façon concrète avec des objets physiques spécifiques. Et ça, c'est à nouveau un problème qui va créer des apparentes anecdotes d'un organisme à l'autre. C'est pour ça que, alors que le côté formel est le même, le côté physique va varier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la réplication linéaire? Là, pareil, on a un problème qui est qu'il faut s'attacher au début, donc on ne peut pas répliquer le début. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour faire le brin complémentaire? Donc, en fait, là, il y a toute une série de mécanismes qui sont mis en jeu, et en particulier, comme on va petit à petit perdre les extrémités, puisqu'il a fallu s'attacher, ne pas les recopier, il faut un mécanisme spécifique, qui est ici une amorce ARN, pour rallonger systématiquement les chromosomes linéaires. Alors ça, c'est un point très particulier qui correspond, par exemple, ça crée, si vous voulez, un compteur dans toutes nos cellules. Nos chromosomes sont linéaires et donc on a tendance à perdre leurs extrémités. Il y a un système qui s'appelle télomérase qui répare ces extrémités qu'on a perdues à partir de modèles extérieurs. Mais si c'est mal contrôlé, ça va se perdre et c'est un compteur et nos cellules vont mourir au bout d'un certain temps, tout simplement parce qu'elles auront perdu les gènes des extrémités. C'est une des causes de vieillissement et de mort. Bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans un virus à ARN positif? Alors, ce virus, il se comporte en fait comme un ARN messager. Je vais revenir un peu sur comment marche la traduction. Il entre dans la cellule et il est immédiatement traduit. C'est-à-dire qu'il obéit à la règle du code génétique général. Donc, il entre dans ce qu'on appelle les ribosomes qui lisent
les ARN messagers pour faire des protéines, et il fait des protéines. La première protéine qu'il fait, c'est une protéine qui est une réplicase qui permet de répliquer ce virus entier en une copie. Alors, il fait une première copie qui va servir de matrice pour faire n fois le virus. Donc, on a une énorme dissymétrie ici. Il fait une copie qui va être conservée dans un coin de la cellule et va servir à être répliquée sous forme du virus. Elle va servir aussi à être transcrite en petits éléments qui sont analogues à des extraits du virus qui permettent de fabriquer certaines de ces protéines. D'accord ? Donc, on a ici une énorme dissymétrie. Contrairement à l'ADN où un brin et l'autre sont dans les mêmes concentrations, ici, on va avoir le virus qui sera environ 100 fois plus concentré que la copie à partir duquel il est fait et qui est créée uniquement au moment où le virus entre dans la cellule. Donc, vous voyez tout le circuit où il faut s'attacher, entrer, s'exprimer, et puis ensuite récupérer des lipides pour faire une enveloppe, mettre des protéines qu'on a synthétisées dans l'enveloppe, puis ressortir. Donc, ça, c'est le circuit complet. Comment est-ce que se fait la réplication du virus? Là, on a justement un problème qui est celui que je vous ai décrit tout à l'heure à propos des télomères. En fait, si ce problème n'était pas résolu, le virus, à chaque réplication, se raccourcirait. Et donc, évidemment, il disparaîtrait très rapidement. Et pour cette raison, en fait, il a des éléments contraints au début et à la fin, tout à fait spécifiques, qui permettent de s'attacher, que le virus lui-même s'attache et déclenche la réplication sans détruire ses extrémités. Ça, c'est un point qui est tout à fait fondamental. Bon, là, c'est décrit un peu brièvement. On n'a pas besoin, finalement, de comprendre le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est simplement que les extrémités du virus ont des structures anormales. Et typiquement, voilà un type de ces extrémités. La séquence peut se replier en elle-même en respectant les règles, à peu près d'ailleurs, puisque vous voyez ici NPRGU, les règles ATGC ou AUGC de complémentarité. Ces structures, évidemment, imposent une contrainte extrêmement forte sur la séquence. Là, en gros, on n'a pas le droit de muter cette partie-là, ou si elle mute, ça va poser un problème majeur. Typiquement, il faudrait, par exemple, ici, on a un endroit juste après UA, on aurait le droit éventuellement de remplacer UA par AU, mais il faudrait remplacer donc deux bases. On ne peut pas avoir une base seulement modifiée et que le virus survive. D'accord ? Donc ça, c'est un point crucial. Il y a quelques éléments dans le virus qui ont des structures de ce genre et qui sont contraintes. Donc en fait, on n'attend pas que les mutations soient présentes de façon strictement aléatoire. Il y aura des zones probablement inchangées et systématiquement inchangées, ou alors brutalement changées avec coévolution, c'est-à-dire localement, plusieurs seront changés à la fois. Bon, alors maintenant, les flux métaboliques, ça j'en ai parlé tout à l'heure, on a ce problème d'une dimension, trois dimensions. Comment est-ce que ça va être harmonisé dans la cellule? Alors, typiquement, pour revenir à l'expression, normalement, on devrait avoir un ADN et son expression. Ici, au lieu de l'ADN, c'est un ARN viral qui peut être exprimé sous forme de messager. Et ce messager entre dans des ribosomes, qui sont des petites particules qui peuvent transformer les codons en acides aminés, et on fait une chaîne d'acides aminés. Donc, typiquement, chaque suite de 3 nucléotides va correspondre à un acide aminé qui donnera à la fin une protéine. Bon, typiquement, les régulations interviennent à plusieurs niveaux, niveau de la transcription, niveau de la traduction, et ensuite même niveau modification chimique de la protéine ou de l'ARN. Ça, on en parlera à l'occasion. Il se trouve que l'ARN du virus que je vous ai décrit peut être modifié lui-même, c'est-à-dire qu'on lui ajoute des étiquettes qui peuvent avoir un rôle. Bon, typiquement, la synthèse des protéines se fait de la façon suivante. On part d'extraits cellulaires ADN, ARN et protéines. En fait, pour le virus, on n'a que ARN et protéines, le virus lui-même se comportant comme un messager.
Voilà à nouveau la façon dont ça se passe. Il faut une reconnaissance de début du message, puis ensuite les codons un par un qui vont être traduits. Donc ça, c'est bon. Je vous ai mis ces quelques images. Il faut éventuellement les réordonner. Je pense que typiquement vous auriez dû apprendre ça au cours de vos enseignements SVT, mais je ne sais pas du tout ce que ça peut avoir dit. Bon, donc tout ça implique aussi des horloges. Alors ça, c'est un point important. Le virus et la traduction, ça se passe dans le temps. Pour l'instant, j'ai parlé essentiellement de propriétés d'espace. Je n'ai pas parlé de temps. Là, ça a un rôle vraiment fondamental, mais on n'aura pas l'occasion vraiment d'en discuter maintenant. La traduction, cependant, joue un rôle important à ce propos. En particulier, comme on a plusieurs codons pour un même acide aminé, on comprendrait bien que s'il y a des codons dits rares, en fait, il va falloir que la traduction attende là où sont ces codons, parce qu'on ne trouvera pas le moyen de les décoder vite. Et ça a un rôle dans le repliement des protéines. Ce qui veut dire que ce qui va compter, c'est pas seulement le codon, c'est pas seulement l'acide aminé, c'est quel codon pour cet acide aminé. Ça, on pourra en discuter à l'occasion. Je ne crois pas qu'on puisse le voir dès maintenant pour le virus, mais c'est probable que ça a un rôle. Alors maintenant, juste un point. On vous dit 20 acides aminés partout. La proline n'est pas un acide aminé. Là, j'ai dessiné un acide aminé standard. Vous voyez qu'il y a un carbone qui est coordonné à une azote, mais juste par un carbone, alors que la proline, l'azote est coordonné à 2 carbones. Et ça crée une contrainte absolument majeure dans la cellule. Et il y a toute une machinerie extrêmement compliquée qui permet de décoder les prolines. Donc, et pourquoi ça a été conservé? On pourrait se dire qu'au cours de l'évolution, on aurait dû perdre la proline parce qu'il faut toute une machine pour pouvoir la mettre dans les protéines. Mais il se trouve que la proline a un rôle absolument majeur pour le repliement des protéines, donc pour créer des coudes, en gros, dans la structure, ce qui permet des reconnaissances d'un type spécifique. Et là, on attend donc un rôle spécifique des prolines à chaque fois qu'on a des interactions importantes. Et comme dans le virus, une des interactions importantes sera son entrée dans la cellule, on attend que des prolines jouent un rôle important pour le virus dans l'entrée dans les cellules. Donc c'est pour ça que comme les prolines sont codées par les codons CCN, c'est une des raisons pour lesquelles ces codons vont nous intéresser. Alors, ici, on va arriver à la fin de cet exposé. Ce que je voulais vous montrer brièvement, c'est une bizarrerie du métabolisme. Alors, je suis désolé un peu de passer par là. Les 4 lettres supposent toute une synthèse très compliquée. D'accord ? Donc, on a le cœur du métabolisme qui va fabriquer une première molécule qu'on appelle orotidine monophosphate, OMP, et qui va fabriquer en fait la suite des nucléotides U de façon assez simple. De façon classique, en gros, on lui rajoute un phosphate, puis 2 phosphates, puis 3 phosphates. D'accord ? Et ensuite, il se trouve que le U peut être directement transformé en C à condition de contenir 3 phosphates. Et en fait, en utilisant de l'azote et de l'énergie, ce qui est quand même très, très coûteux. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, on voit bien que C, dépendant de U, on attend déjà une petite difficulté dans la quantité de C par rapport à la quantité de U. Alors, pour l'ADN, il y a des éléments plus compliqués que je ne vais pas discuter vraiment plus longtemps ici. En fait, pour l'ADN, au lieu de partir des triphosphates, on part des diphosphates et ça rend la fonction du C particulièrement importante. Et jusque-là, c'est une propriété qui ressemblait à être uniquement importante pour les ADN, donc pour les génomes centraux. Mais en regardant de plus près, je suis tombé sur quelque chose qui est absolument incroyable. Alors, ce que je vous dis là n'est pas encore publié, donc c'est à la fois anecdotique et peu connu et probablement difficilement compréhensible par pas mal de gens. Donc, je suis un peu désolé d'entrer là-dedans. Je voulais simplement vous montrer la figure générale de ce qu'on observe quand on regarde la synthèse des pyrimidines. Juste pour
j'ai dessiné dans le fond la forme des molécules pour que vous ayez un peu une idée de leurs complications. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure, donc orotidine monophosphate, uridine monophosphate, uridine diphosphate, uridine triphosphate et CTP avec donc utilisation de sources d'azote et d'énergie pour donner le CTP. Donc cette voie-là, elle n'est pas trop, pas trop incompréhensible. Le problème est que, en fait, quand on fait des molécules de ce genre, elles ont tendance à se dégrader, c'est-à-dire elles vieillissent, il y aura des accidents, en particulier il y a des tas d'enzymes qui ont des fonctions parasites qui vont les couper, etc. Et donc, en fait, elles vont donner des produits de dégradation qui sont les mêmes molécules mais sans phosphate, c'est la citidine ou l'uridine, et même les mêmes molécules sans le sucre, c'est la cytosine ou l'uracile. Donc ça, c'est ce qui est à gauche. Je vous donnerai ensuite la figure suivante, sera sous forme simplifiée, mais disons qu'en gros, on voit assez bien l'ensemble de ce qui se passe ici. Et là, ce qui m'a mis la puce à l'oreille et qui montre qu'il y a un problème majeur, c'est que ces molécules sont dégradées, donc on va vouloir évidemment les récupérer parce que c'est très cher de les faire. Et on s'aperçoit de façon extraordinairement surprenante, c'est qu'il existe, ici c'est ce que j'ai mis en haut à gauche et avec les flèches bleues, l'uracile est récupérable directement en UMP et rentre par une enzyme qu'on appelle l'uracile phosphorybosyltransférase. Cette enzyme n'a pas de contrepartie pour la cytosine. Et là, en fait, elle existe, elle sert à récupérer aussi les autres bases, le G et le A. Donc, il y a U, G et A sont récupérables et pas C. Et ce qui est très, 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 très bizarre, c'est que ces enzymes sont reliées les unes aux autres. En gros, elles descendent du même ancêtre. Et il est très clair qu'à la suite de mutations, il est certain qu'on doit pouvoir fabriquer la même enzyme avec cytosine. D'accord ? Cela veut dire une chose très précise, c'est qu'à chaque fois que c'est arrivé, les organismes qui ont fabriqué la cytosine phosphorybosyltransférase n'ont pas eu de descendance. Donc ça veut dire qu'il y a une contre-sélection massive, forte, pour empêcher la récupération directe de la cytosine. D'accord ? Et c'est ça, alors donc c'est ce qui est résumé ici dans cette figure. Vous avez donc le cycle en rouge de la cytosine qui essentiellement passe par l'ARN et l'ADN, le cycle de néosynthèse qui passe par le U et qui est en vert, et le cycle, oui, que je ne vais pas discuter des lipides, parce que pour faire les lipides, en particulier les lipides de l'enveloppe du virus, à nouveau on passe par C, et puis le cycle de récupération de la cytosine est lui qui passe obligatoirement par U et qui n'a pas trouvé la solution directe de récupération. C'est-à-dire la flèche que j'ai mis barrée en rouge, là, avec une flèche bleue barrée avec d'un rouge, n'existe pas alors que ça devrait exister et que ce sera facile à faire. Incidemment, je pense qu'il faudra faire des expériences de biologie synthétique très bientôt pour réaliser cette enzyme et voir ce qui arrive aux cellules. Mais l'idée qui est obtenue à partir de cette vision, et je vais terminer là, c'est que tout est fait pour que C contrôle à la fois la synthèse de l'ADN, la synthèse de l'ARN et la synthèse des membranes. Et dans le cas du virus, c'est particulièrement important puisqu'il n'a que à faire de l'ARN et que à faire les lipides de ces membranes. Donc on voit très bien qu'il va y avoir un énorme problème lié au C et que comme c'est dans la cellule, il y aura peu de facilité d'avoir du C, il va avoir tendance à perdre son C. Alors, ça va un petit peu plus loin encore. Il est clair que cette faiblesse des virus a été découverte au cours de l'évolution. En fait, les cellules des animaux, même chez l'huître, donc ce n'est pas seulement chez l'homme, ont découvert quelque chose de tout à fait particulier, qui était une protéine qui s'est appelée vipérine, pour Virus Inhibitory Protein Endoplasmic Reticulum Associated Interferon Inducible, qui fabrique un analogue du CTP, d'accord, que je vous ai dessiné là. Et cet analogue du CTP bloque
la réplication virale et bloque la formation de l'enveloppe. D'accord? Donc, c'est bien une sorte de démonstration que ce n'est pas seulement ma vision anthropocentrique qui fait que je me suis rendu compte que c'était probablement un problème. Ça a déjà été découvert au cours de l'évolution. La faiblesse des virus, c'est le C, et donc c'est là qu'il va falloir regarder comment ils évoluent. En fait, ça va encore beaucoup plus loin. Les CPG, alors j'ai pas le temps, je vous ai déjà pris plus d'une heure de décrire ce qui se passe, mais les CPG sont aussi reconnus de façon spécifique par des protéines de l'hôte et qui jouent un rôle majeur dans l'immunité antivirale. Par conséquent, le virus va avoir aussi tendance probablement à perdre ces CPG ou en tout cas à changer leur contexte. D'où l'idée que si on veut étudier l'évolution du virus, il nous faut regarder comment et où les C apparaissent et disparaissent, comment et où les CG apparaissent et disparaissent, et peut-être aussi, en raison de la proline que je vous ai décrite tout à l'heure, les CC apparaissent ou disparaissent. Donc je m'arrête là, je suis désolé, je pense que ça doit être un peu horriblement confus et vous submerger un peu, mais c'est le prix à payer pour faire de la biologie. Il faudrait beaucoup plus longtemps, je peux expliquer vraiment beaucoup plus de choses, mais j'aurais besoin d'un grand nombre d'heures pour le faire. Donc, commençons à discuter si ça vous va. Très bien, merci. Merci. Effectivement, c'est dense. Hein. Donc, c'est un peu épouvantable. Pas étouffant, mais bon, il y a un gap quand même. Voilà. Oui, oui, obligatoirement. Je suis réaliste. Non, pas de problème. C'est ce à quoi on s'attendait. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question en fait. C'est pas directement les liaisons, mais il y a une. En fait, est-ce que le virus est plus sensible contre la mutation que la cellule humaine? Alors, oui, ça c'est une chose que je n'ai pas discutée là. C'est une très bonne question. Bon, c'est un virus ARN long. Or, la réplication ARN fait beaucoup d'erreurs. En gros, on peut d'ailleurs le calculer, c'est pour des raisons purement thermodynamiques. Alors, si vous voulez, tout ça, c'est plongé dans la physique. Il faut se rappeler qu'on est à 300 Kelvin et que le bruit thermique est très fort. Hein. C'est pas, si on était à froid, on pourrait faire des tas de choses beaucoup mieux. Là on a beaucoup de bruit. Donc, le taux d'erreur, il est au minimum pour une réplication virale de 1 sur 1000. D'accord, par génération. Donc, ça veut dire qu'à chaque génération du virus, on devrait faire 30 mutations. D'accord, évidemment, ce n'est pas ce qui se passe. Et on a découvert qu'une des protéines du virus est en fait un système de correction. C'est-à-dire qu'il divise par 1000 donc il descend à peu près 1 million le taux d'erreur. 1 sur 1 million le taux d'erreur. Mais comme il y a beaucoup de virus par cellule, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en fait au minimum une centaine par cellule, ça veut dire que très vite, on a quand même dans un individu un grand nombre de variants. Et en moyenne, avec ce qu'on a observé aujourd'hui, et le virus fait à peu près 30, le virus tel qu'on le connaît, fait à peu près 30 mutations par an. Alors, certains ont déjà beaucoup plus muté que ça, puisqu'il y en a un qui est en Islande, si j'ai bien vu, qui a déjà 40 mutations. Et où est le seuil d'erreur? Ça veut dire… Le seuil d'erreur, il est, ce que je dis là, 30 mutations par an, donc c'est de l'ordre de 1 pour 1000 par an. Est-ce qu'on peut augmenter spécifiquement le taux de mutation des virus Oui. sans… Oui, alors c'est une des très bonnes questions aussi que je me pose et qu'il faut que nous nous posions. Comme le système de correction est codé par le virus, si ce système de correction est muté, alors la descendance du virus correspondant aura 1000 fois plus de mutations. Donc ce qu'il faut regarder, c'est si on n'a pas par hasard des explosions de variants dans certains endroits.
parce que là, ça nous dirait quelque chose tout de suite. Parce que, évidemment, si le virus mute énormément, il peut échapper beaucoup plus au système de l'immunité alors acquise, pas l'immunité innée, parce qu'il va faire varier ses protéines de surface et donc ne sera pas reconnu par le système immunitaire de l'autre. Mais à l'autre côté, elle n'est plus capable de garder son information. Ça veut dire, peut-être d'un certain point. Oui, c'est exact, mais bon, il faut. Donc, il y a un trade-off, c'est assez sûr. Mais on peut pas penser que. Disons que, par exemple, le virus du sida est très, très mutagène, et malgré ça, il continue à exister. Ça veut dire que c'est pas une stratégie antivirale du tout, d'augmenter pas vraiment. Enfin, j'en sais rien. Justement, c'est une des questions qu'on se pose et que vous pourriez éventuellement voir, c'est si par hasard il y a un isolat quelque part qui brutalement mute beaucoup plus. Parce que là, à ce moment-là, il faudra regarder tout de suite quel est le phénotype de la maladie, c'est-à-dire quels sont les symptômes, quoi. On pourrait imaginer qu'en fait, il s'atténue effectivement à ce moment-là, et ce qui serait intéressant. Mais on ne sait pas. À long terme, je pense quand même que comme il va perdre son C, il va s'atténuer. Et ça correspond très bien à l'approche pastorienne classique. Vous savez que Pasteur a fonctionné comme ça pour ses premiers vaccins. Il prenait un virus qu'il injectait à un lapin. Le lapin mourait, reprenait les virus de ce lapin mort, il le faisait d'un lapin à l'autre, etc. Puis au bout d'un certain temps, les lapins ne mouraient plus. Et là, ces lapins qui ne mouraient pas après avoir été infectés par le dernier variant, on les infectait par le virus initial et ils étaient protégés. C'est comme ça qu'on a découvert la vaccination. Donc là, on peut attendre que ce genre de processus existe. Mais il y a des tas de variants possibles. En particulier, il y a des cas où la vaccination peut devenir éventuellement dangereuse. Alors, il y a un exemple mais que ce serait peut-être difficile de discuter ici, c'est le cas de la grippe H1N1. Là, chez des gens qui ont des antigènes de surface d'un type particulier, qu'on appelle le HLA, je ne vous donne pas son numéro, lorsqu'on leur injecte le H1N1, donc quand ils sont infectés par H1N1, ça crée une protéine, ça crée un anticorps contre un petit peptide qui se trouve dans le cerveau et qui contrôle le sommeil. Et ces gens deviennent narcoleptiques. D'accord? Donc, le problème dans ce cas-là, c'est que donc, soit la maladie, soit le vaccin rendent les gens narcoleptiques. Et ça explique une partie de l'épidémie de narcolepsie qui a eu lieu après l'épidémie H1N1. Mais donc, les vaccins ne sont pas nécessairement bons. Donc, il faut vraiment penser à ça. Les gens vous disent tous, on va trouver un vaccin, etc., etc. Attention, prudence. OK. Benoît, tu avais une question? Il faut activer ton micro. Voilà, oui. C'était justement à propos d'aller un peu plus loin sur cette question du vaccin. Ouais. On nous a dit qu'il y avait actuellement plusieurs vaccins qui étaient en test. Et là, tu as l'air de dire que c'est quasiment impossible de faire un vaccin actuellement. Ce que je peux dire, c'est que c'est impossible que ce soit testé proprement à court terme. Ça, c'est clair. Typiquement, en particulier en raison du polymorphisme humain, il faut se rendre compte que l'homme est un animal extraordinairement polymorphe. Ça fait partie de notre patrimoine génétique, justement, d'être très variable. Et ce polymorphisme, il est justement très lié aux maladies. Son avantage sélectif est très précis. Il permet à certains de passer à travers les épidémies. C'est-à-dire que si on regarde notre génome, c'est très fascinant. On voit que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on est passé à travers un grand nombre d'épidémies. Donc, ce qui arrive aujourd'hui n'est qu'une précédente sélection banale sur ce qui est arrivé au cours de l'histoire. La seule bizarrerie de l'épidémie d'aujourd'hui, c'est que les gens qui meurent sont essentiellement très âgés, et ça, c'est hautement anormal, parce que ça n'a aucun avantage sélectif.
C'est un truc très, très, très bizarre et qui mérite d'être expliqué. Mais en dehors de ça, non, c'est clair qu'il faut faire très, très attention au vaccin. Il y a des quantités de cas, on ne sait pas vacciner. Dans le cas du VIH, on n'a toujours pas de vaccin. Probablement, le virus a été généré par un gouvernement Et puis, qui ne veut pas payer les réponses. il y a d'autres cas. Il y a le cas de la dengue. Alors ça, c'est une maladie très particulière où justement il y a eu un vaccin fait par Sanofi et puis les gens en sont morts. Et donc tout s'est arrêté, c'était une catastrophe, etc. Et parce que quand les tests cliniques ont été faits, ils sont tombés sur une population où le vaccin marchait. Mais quand tu changes de population, eh ben, tu tombes sur des gens que ça tue. Et c'est analogue l'histoire de H1N1 et Orexine. Je pourrais vous envoyer le papier parce que c'est une histoire très, très, très intéressante. Vaccin, le principe est très bon. Par exemple, le vaccin de la fièvre jaune est absolument extraordinaire. Le vaccin contre la rougeole est absolument extraordinaire. Le vaccin contre la poliomyélite est aussi extraordinaire. Mais ce sont quelques maladies. Donc, dans d'autres cas, on n'arrive absolument pas. J'ai une question à Maury Lambert. Oui. J'avais écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions à l'Académie des sciences il y a 15 jours, et notamment la vôtre. Oui. Et vous aviez donc parlé de l'évolution phénotypique des SARS-CoV, Oui. en parlant donc de l'évolution de leur virulence. Oui. Et vous aviez mentionné un exemple d'un de ces virus qui était devenu moins virulent. Oui. Est-ce que vous pouviez en reparler à profond? Oui, c'est typiquement l'exemple pastorien. C'est typiquement les premières vaccinations, par exemple, contre la rage, etc., ont été faites comme ça. Ouais, mais ça, c'est grâce à la manipulation humaine. Est-ce que naturellement. Oui, alors naturellement, oui, naturellement, ça existe sûrement, mais je n'ai pas d'exemple spontanément sous la main qui me viennent à l'esprit. Ouais. Mais qu'en est-il de la forme Le problème, c'est que souvent, on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'il y a des quantités. En fait, si, il y a une chose très simple. Quand on prend du sang humain, on s'aperçoit qu'on est rempli de virus, y compris de virus dont on ne sait pas grand-chose. Donc, ils sont déjà atténués. Donc, il se pourrait que finalement, enfin, dites-moi, est-ce qu'il se pourrait que parmi les nombreux hôtes asymptomatiques du virus, oui. Il y ait en fait des hôtes d'un virus évolué qui soit moins virulent? C'est-à-dire que absolument. Ouais. Absolument. Ça on ne sait pas. C'est parfaitement possible. Et surtout, il est possible qu'il y ait eu des épidémies à coronavirus absolument avirulentes dans le passé. En fait, on est déjà infecté par pas mal de coronavirus. Hein. C'est le rhume. Hein. La plupart des rhumes, enfin, il y a d'autres virus de rhume, mais ça représente une fraction significative des virus de rhume quand même. Donc qui sont, oui, parfois tout à fait inoffensifs en fait. Pour le COVID-19, là, on n'a pas noté de forme gastro pour le moment? Si, plein. Absolument. Donc ça, c'est une des choses qu'on avait discuté avec Gabriel Turnici. C'est une des voies de contamination importantes. C'est pour ça qu'à nouveau, se laver les mains et faire attention aux poignées de porte, etc., est très, très, très important. Antoine, j'ai une question. Les anticorps dans ton schéma, ils se placent où? Et ils ne se placent pas. Je les ai pas regardés là. Moi, j'ai parlé de l'immunité antivirale innée, mais je n'ai pas parlé des anticorps qui seraient toute une histoire. Et le problème des anticorps, c'est que ça fait apparaître le polymorphisme humain de façon massive. Et là, donc c'est très très long à discuter. Il faut parler des antigènes de surface des cellules, la façon dont on présente les antigènes, etc. Et c'est pour ça que je vais vous faire allusion aux vaccins H1N1 et l'orexine. Je vais vous envoyer le papier parce que c'est intéressant. Donc un vaccin peut tout d'un coup agir contre une protéine ou un peptide humainement important. Typiquement, là, les gens qui sont narcoleptiques, c'est quand même sérieux, quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'ils n'aient pas la maladie, mais ils ne peuvent pas non plus avoir le vaccin.
Et c'est lié strictement au polymorphisme humain, c'est-à-dire c'est une sous-catégorie des gens. Alors, dans le cas précis, il y a quelques données qui suggèrent que le groupe sanguin joue un rôle. Et il y a un système qui n'a pas du tout été regardé à ma connaissance, c'est ce qu'on appelle le système Lewis, qui est complémentaire du groupe sanguin et qui est lié à tout ce qui est mucus, qui, à mon avis, devrait avoir un rôle. Mais ça n'a pas été regardé. Disons que les annonces sont massives, mais très très peu fondées sur une connaissance un peu approfondie à la fois du virus et de l'autre. Vous avez tous vu le film Contagion, je suppose, plus ou moins. Ben, on est vraiment dans ce truc-là. On a les gourous, on a tout ce qu'il faut, quoi, les gens qui ont trouvé la solution, etc. Non, ça va prendre du temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que ce serait intéressant, que ce que vous voulez faire est intéressant. On espère pouvoir voir comment évolue le virus et vers où il va, quoi. D'autres questions? J'ai une petite question. À nouveau, Amaury Lambert, excusez-moi. Oui. Vous avez montré donc, la façon dont le virus se réplique à l'intérieur de la cellule. Ça commence toujours par une matrice ARN positif en une copie unique. Est-ce que ça, c'est Non, lui-même est ARN positif, il crée un ARN négatif en une copie. Oui, est-ce que ce phénomène est universel chez tous les virus ou pas du tout. Non. Rien à voir chez la grippe, rien à voir. Non, c'est une famille de virus. Non, justement, c'est pas du tout universel. Donc ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les rétrovirus ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Là, c'est un bêta-coronavirus. Ça se rapproche plutôt des virus de la rougeole, des choses de ce genre. Justement, hein, si vous regardez la comparaison toujours plutôt métaphorique que réelle entre ordinateur et cellules, il y a une infinité de virus d'ordinateurs, il y a une infinité de virus de cellules. D'accord, mais donc là, ça veut dire quand même que ce virus quand même a un sérieux talon d'Achille, quoi, qui est cette unique copie. Ouais. Absolument. Mais c'est là qu'il faut essayer. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je crains beaucoup plus la grippe. Parce que la grippe, elle a des solutions complètement invraisemblables. Ah oui, d'accord. Oui. Si on avait une épidémie H2N2, là, on serait terrorisé. Donc, non, celui-ci, c'est surprenant. Il y a quelque chose de très surprenant qui se passe là. Ça ne devrait pas être aussi sérieux. Il y a un truc. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est sérieux uniquement pour les gens de mon âge, quoi. Pas seulement, malheureusement. Pas seulement. Oui. Enfin... Non, mais il y a toujours des petites proportions mais non, c'est massivement. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait une adolescente qui est morte, mais c'est une sur des milliers, c'est rien. C'est rien, c'est pas rien pour la famille ou la personne, mais je veux dire, du point de vue du virus, c'est pas grand-chose. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont des accidents pour une raison variée. Ça, c'est. Léo, tu as une question? Il est anormal. Non, et surtout, il est anormal du point de vue évolutif. C'est ça qui me surprend le plus. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour un virus à tuer des gens vieux, quoi. Ok, Léo Glangetas. Oui, merci beaucoup pour cet exposé très clair. J'ai comme solution en thérapie, j'ai surtout entendu parler ici maintenant dans l'exposé de vaccins. Est-ce que la connaissance du virus au niveau ADN peut amener à des traitements avec des traitements directs, par exemple pour empêcher l'entrée du virus dans la cellule hôte ou d'autres choses comme ça? La réponse, c'est oui. Et c'est, à mon avis, absolument ce qu'il faut développer. C'est pour ça que j'ai terminé d'ailleurs sur l'immunité innée antivirale, puisque c'est exactement la molécule qui est fabriquée par la vipérine est exactement du type que ferait un pharmacien, quoi. Donc, on voit bien que la solution naturelle va dans le sens de genre de choses qu'il faudrait faire. Alors, ça, c'est pour l'interférence avec la réplication et la formation de l'enveloppe virale, mais il y a aussi en effet l'interférence avec l'entrée du virus, et là il y a des dizaines, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Et je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste, mais supposons que quelqu'un ait aujourd'hui un produit
il faudrait attendre octobre pour que les expériences de toxicologie soient faites et mars prochain pour entrer en clinique. Donc et il n'y a pas moyen d'aller plus vite. Sauf peut-être si on trouve des patients mourants qui acceptent d'être traités sans qu'on sache du tout si ça marche, quoi. Alors on peut peut-être accélérer un peu, mais à peine. Donc en gros, il faut minimum 1 an pour arriver à la clinique, avec des produits présents aujourd'hui. Et donc, en particulier, cette immunité qui pourrait être basée sur la constatation que tu as faite de l'importance de la présence du C? Oui, oui, là, je pense qu'il y a tout il vient d'y avoir. Alors, c'est un rôle. Il y a évidemment le G complémentaire, puisque à partir du brin négatif, le C vient d'un G, donc on pourrait jouer aussi sur G. Il y a un papier qui vient de paraître en Allemagne sur ce sujet, avec une cible particulière. Bon, je pense que c'est un peu discutable, mais c'est un mérite d'être regardé. Oui, oui, les gens y pensent, hein, c'est très, très clair. Mais c'est pour ça que c'est important de comprendre comment le virus évolue. En particulier, s'il y a des contextes spécifiques des CPG ou des C, c'est-à-dire qu'il faudra étudier non seulement leur présence moyenne, mais éventuellement leur contexte, les types de séquences qui leur sont associées, etc. Il y a énorme travail à faire derrière. Ce que fait en partie, je lui avais suggéré la même chose, hein, Olivier Gasquel, que vous avez eu, je crois. Oui. Julien? Oui, tout à l'heure, vous avez dit que H2N2 était plus inquiétant a priori que Oui. le virus. J'ai pas compris l'argument en fait. Ah ben, c'est parce que c'est une maladie qui se répand extraordinairement vite, extraordinairement contagieuse et surtout qui est capable de faire ce qu'on appelle du réassortiment, c'est-à-dire que c'est un génome qui est fait de plusieurs segments séparés et qui font que lorsqu'on se co-infecte avec 2 virus voisins, on peut complètement rebattre les cartes, quoi. Et ça peut aussi revenir en arrière. Le virus tel qu'on l'a là, en gros, les mutations ne peuvent qu'aller de l'avant. C'est-à-dire que la probabilité de restaurer une base exacte qu'on a changée est très très faible. En revanche, si on a de la recombinaison, surtout du réassortiment, alors là, c'est épouvantable parce qu'il suffit de retrouver un autre qui l'a eu et on revient en arrière. Donc à ce moment-là, c'est vraiment très 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 difficile de lutter. Mais H2N2, il y a déjà eu des… Oui, la dernière, absolument. Il y a déjà eu, c'est la grippe asiatique 57, 56, 58. Elle était d'ailleurs très mauvaise. Mais ça pourrait être bien pire maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas conduit à une immunisation particulière des populations. Bah si, sûrement. Mais sûrement, et c'est pour ça peut-être qu'elle n'est pas réapparue, mais les gens meurent hein, entre-temps. Parce que là, on est 57, ça commence à faire un bout de temps. Donc, il y a une partie importante de la population qui n'a plus été immunisée. Louis? Oui. Il faut mettre le micro. Pardon, oui, je viens de le remettre, désolé. C'était une question sur ce polymorphisme pour le cas de la dengue et du vaccin de la dengue. Si j'ai bien compris, c'est même pas qu'un polymorphisme inné, c'est le fait que comme on a 4 souches, d'avoir été exposé à une nous crée des problèmes si on est exposé à une autre et que le vaccin finalement fait semblant qu'on a été exposé à une. C'est exactement ça. Et donc, du coup, c'est même pas un polymorphisme humain inné, c'est un polymorphisme acquis par… Absolument, absolument. Donc, ça veut dire, non, tout ça, j'ai donné cet exemple parce que ça signifie que dire comme ça, on va avoir un vaccin, à mon avis, est une escroquerie. On n'en sait rien, ça peut marcher. Je vous ai donné, il y a des exemples qui marchent très bien. La fièvre jaune, c'est absolument extraordinaire comme vaccin. C'était une maladie monstrueuse qui fait que l'Amérique parle anglais et pas français parce que tous les soldats français sont morts et qu'on a rapatrié tout le monde de la Louisiane. Hein. C'est assez simple. Des grandes maladies comme ça ont été monstrueuses. Et là, c'est le vaccin qui a tout arrêté. La fièvre jaune, si vous allez dans des endroits où elle existe, le vaccin est merveilleux. Donc ça existe, mais on ne peut pas prédire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cas où ça ne marche pas.
Ouais, ça dépend beaucoup de la dynamique de la maladie elle-même. Voilà, donc il faut faire de la recherche, aucun doute, mais il ne faut pas raconter que ça va être facile. Ça, je pense que c'est très, très, très optimiste. Ok, merci. Bon. Ok, merci. Bah, il est 11 heures. Bon. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. On te remercie encore énormément. Je suis désolé un peu de la complication du truc, mais bon. Ah non, ben, tu y es pour rien. C'est compliqué en la matière et c'est pour ça que j'ai proposé la création de ce groupe de travail pour voir un petit peu l'ampleur du dégât et éventuellement être prêt pour la prochaine. Parce que bon, les modèles qui ont été développés à l'heure actuelle par ceux qui travaillent sur le sujet, à mon avis, il me semble important de les mettre en phase avec les données qu'on a et éventuellement les améliorer pour arriver à faire du contrôle. Okay. Mais c'est sûr que la chose est complexe et que la biologie, c'est pas de ta faute. Merci d'avoir fait quand même un effort de clarification. Et donc, il y a pas mal de documents que tu as écrits que je vais mettre en ligne. Voilà. Donc, je vous rappelle que lundi prochain, il va y avoir un exposé qui va être fait par Todd Parsons sur The Persistence of Emerging Pathogens. Très bien. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.